Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. C'est l'épisode 80 et on va parler de la cuisine sous vide. Bonjour à toi, chère auditrice, chers auditeurs. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à notre habitude avec notre grand expert culinaire Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors, aujourd'hui, on va répondre à des questions d'auditeurs parce qu'on a eu pas mal de retours de gens qui nous ont découverts et qui ont été pleins d'enthousiasme. Alors déjà, ça fait très plaisir de voir tous ces gens qui viennent nous mettre des 5 étoiles sur Facebook, qui viennent nous mettre des 5 étoiles sur iTunes. Je vois qu'il y a déjà 17 personnes qui nous ont mis des notes. Ce serait bien qu'ils viennent mettre des commentaires, mais les notes, c'est déjà bien. Je vois qu'il y a une personne qui, sur iTunes Belgique, nous a mis un super commentaire. Je parle de Maxime, qui a mis 5 étoiles avec le commentaire suivant. Donc, ça, j'aime bien quand il met des commentaires. Permettez-moi de le lire. Et il dit ceci. Le maître Capellovici, made in Belgium de la cuisine. Pour ceux qui aiment cuisiner et partager sa table avec des amis, c'est le podcast. Merci à vous deux pour ce partage. Je me permets modestement de vous offrir un verre bien mérité via votre compte PayPal. Et en effet, Maxime avait suggéré qu'on lie l'adresse question@parlercuisine à un compte PayPal, mais je lui ai dit, on a déjà mis sur le site un bouton PayPal. Si vous allez sur la page de la homepage, la page d'accueil du site parlercuisine.com, tout en bas, il y a un petit encadré qui vous permet de nous payer un verre via le compte PayPal. Et il s'est exécuté, il nous a offert un verre de vin. Donc, merci à toi Maxime. La prochaine fois que je me retrouverai avec Guy, je vais donc avec grand plaisir savourer un verre de vin que nous boirons à ta santé. Tu as déjà une préférence pour le vin, Guy ? Oh, moi je suis à peu près, j'ai le gosier standard, je bois à peu près tout. Je ne sais pas encore, un Côte-du-Rhône, pourquoi pas si c'est un rouge, et puis un Bourgogne blanc, si c'est un blanc, voilà. Voilà, donc je vous invite aussi, vous aussi, si vous voulez nous offrir un verre et montrer un petit peu de reconnaissance pour notre travail, d'aller sur la page, à regarder tout en bas. Vous pouvez choisir à partir d'un café jusqu'à une bouteille de Château Yquem. Il y a plusieurs choix qui sont dans le menu déroulant. Et si vous avez un compte PayPal, c'est facile à faire. Alors, j'ai pris sa suggestion en compte et j'ai donc j'ai ouvert un deuxième compte PayPal avec l'adresse question@parlercuisine.com. Donc, si vous voulez utiliser ça pour faire un petit don, une donation, c'est toujours bienvenu, d'autant plus que les sous, on en a toujours besoin parce que entretenir ce podcast, c'est pas quelque chose de gratuit, d'autant plus qu'on a des gens qui travaillent derrière avec ça. J'en profite pour dire merci à un autre Maxime qui lui est à la technique et qui vaillamment veille à mettre en place nos enregistrements. Donc, il fait un bon travail par rapport à ce qu'on lui donne comme enregistrement brut. Et ce que vous écoutez là, c'est passé entre ses mains. Et si c'est plus agréable à écouter, en tout cas, si c'est écoutable, c'est grâce à lui. Donc, j'en profite également pour signaler qu'il y a la page Tipeee aussi, que vous pouvez aller visiter. Si vous voulez tout simplement vous abonner, vous mettez en place un abonnement. Il y a plusieurs niveaux à partir de 1 euro par mois. 1 euro par mois, vous n'allez pas me dire que c'est énorme et vous pouvez ainsi rentrer dans la production de ce podcast et contribuer à son entretien et à sa pérennité. On dit sa pérennité. Oui. Je pense, oui. En tout cas, Guy et moi, on va peut-être se retrouver là. On n'est pas encore sûr au niveau de nos plannings. Moi, j'ai déjà booké cette date. Ça va être le samedi 2 juin à Paris. 2 juin 2018. C'est le salon MP3 à Paris. Épisode 3. C'est le premier événement de Saga MP3 et podcast sur Paris. Alors, ça se passe. J'ai le site là entre nous. Je vais essayer de réserver une table. Apparemment, ils ont déjà beaucoup de demandes à ce niveau-là. C'est organisé par l'AEIP6 et Richou, la team Javra. C'est événement dédié aux créations audio amateurs, Saga MP3 et podcast. Donc, les places sont limitées. Pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre, c'est 4 places Jussieu à 75 005 Paris. Le salon est gratuit. Il faut juste s'inscrire sur le site. C'est www.mp3, chiffre 3, à paris.fr. Donc mp3 à paris.fr, si vous voulez vous inscrire. C'est intéressant parce que si vous aimez les podcasts, vous allez probablement rencontrer d'autres podcasteurs. Ils annoncent déjà plus de 50 podcasteurs, producteurs de podcasts indépendants qui seront là. Ils risquent d'avoir des choses intéressantes. Donc c'est métro Jussieu dans le 5e arrondissement de Paris le samedi 2 juin. Et je risque d'être là. Voilà.
Alors, pour en revenir à nos auditeurs qui n'ont pas été avares de commentaires, notamment sur la page Facebook où je vois que nous avons déjà une bonne flopée de commentaires 5 étoiles. Les gens ont été, je crois qu'on va dépasser le nombre de 5 étoiles sur Facebook par rapport à iTunes. On en a déjà 10, c'est extraordinaire. Et il y a une question qui est revenue, qui a été posée, un commentaire qui a été fait par Maxime à propos de la cuisine sous vide. Et il y a Jessica qui nous a envoyé une question qui demandait si on pouvait parler de la cuisson sous vide. Donc j'ai dit, on va en parler avec Guy. Et puis, je lui ai demandé quel équipement elle utilisait. Elle a montré des photos de l'équipement qu'elle utilisait pour faire la cuisine sous vide. Donc, ça a l'air d'être l'équipement qu'on utilise dans un ménage. Alors, la cuisine sous vide, c'est un sujet épineux parce que chez les professionnels, c'est quelque chose, comment dire, c'est un big business quand même. Moi, je me souviens d'avoir mon père qui a investi, à l'époque, qui avait investi dans une machine sous vide qui lui avait coûté l'équivalent actuel de 3 000 €, mais je te parle de ça il y a 20 ans, donc ça avait l'air vraiment très cher. C'était le prix d'une voiture, une machine comme ça, hein. Et c'était la chose révolutionnaire qui a changé beaucoup de choses dans la cuisine. Je l'ai appris après parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour le plus grand fabricant de sacs sous vide. D'ailleurs, c'est cet emploi-là qui m'a amené en Angleterre parce qu'ils avaient leur quartier général de finance en Angleterre, au Royaume-Uni, et ils m'ont offert un emploi pour m'occuper de la finance France, parce que des francophones qui parlent anglais, c'est ce qui était en grande demande ici. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Angleterre. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'occasion de pouvoir m'instruire un peu plus sur la façon dont on produisait un élément essentiel de la cuisson sous vide, qui sont les sacs. Oui, tout à fait. C'est au moins aussi important que la machine elle-même, hein. Donc en fait, c'est un mode de cuisson qui est très fort dépendant du plastique. Tout à fait. Mais je vais peut-être commencer par le début, hein. Voilà. Donc, allons-y, parce que le Maxime a donné un commentaire que j'ai transmis à Guy et ça t'a fait bondir sur ta chaise. Oh, disons que je vais devoir mettre quand même quelques petites choses au point. Alors oui, apparemment, sans doute que dans une émission antérieure, j'ai dit que la cuisine sous vide était réservée aux professionnels. Alors on pourrait dire les choses autrement. Il y a des particuliers qui sont férus de cuisine et qui sont parfois bien meilleurs en cuisine que certains professionnels diplômés. Ça existe, hein, ça c'est évident. Maintenant, la cuisine sous vide, c'est quand même un domaine très particulier. Alors, quelles sont les choses et les qualités qu'il faut disposer pour savoir faire la cuisine sous vide? La première chose, je crois que c'est qu'il faut d'abord pouvoir cuisiner normalement et savoir cuisiner. Alors, je m'explique. Ça, évidemment, qu'on soit professionnel ou pas, il y a des férus de cuisine qui cuisinent, de manière quasiment professionnelle. Ils n'ont peut-être pas fait d'études, mais ils sont tellement intéressés par le sujet, ils lisent énormément, et puis ils pratiquent, chaque fois qu'ils ont du temps libre. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'être professionnel ou pas dans le sens d'être diplômé ou pas. Mais il faut avoir des compétences. Alors, au début qu'on faisait de la cuisine sous vide, alors quand je dis les débuts, c'est-à-dire que la cuisine sous vide a été non pas inventée par Georges Pralu, mais en fait plutôt remise au goût du jour. Il a fait quand même pas mal de recherches et puis il a ouvert une école de cuisine sous vide à Briennon et c'est là que j'ai effectué donc ma formation qui au total a duré 2 mois. Lorsque Georges Pralus a commencé à faire de la cuisine sous vide, il a d'abord expérimenté la chose. Il était cuisinier, bien sûr, professionnel à la base, hein, pour aider les frères Trois-Gros dans certaines de leurs recettes. Et alors, ses élèves ont été des gens comme Alain Chapelle, par exemple, ou comme Alain Ducasse. Et c'est d'ailleurs Alain Ducasse qui, maintenant que Georges Pralus est décédé, a repris l'école de sous-vide, de Georges Pralus. Il a donc commencé à travailler avec des grands chefs. Il a essayé de réaliser toute une série de recettes plus ou moins classiques en sous-vide. Alors, comme il le disait bien souvent, vous les Belges, il y a au moins quelque chose qu'on ne saura jamais faire, c'est les frites en sous-vide. Par contre, il allait jusqu'à faire de l'omelette en sous-vide, allait jusqu'à faire du potage en sous-vide. Bien sûr, toutes les viandes rôties, braisées, sautées, poêlées en sous-vide, le poisson, bien entendu. Et alors, il expliquait l'anecdote suivante, c'est que les industriels se sont très très rapidement emparés du moyen sous-vide. Pourquoi? Parce que le sous-vide a énormément d'avantages. D'abord, il permet de travailler en différé. Lorsqu'on a un banquet à réaliser, on peut très bien, pendant les périodes creuses de la semaine ou du mois,
cuisiner certains produits, les garder donc en chambre froide, et puis les réutiliser, les reprendre le jour de la manifestation, de la festivité. Ça permet également un très bon portionnement. On peut très bien faire, par exemple, des paquets de légumes de 400, 500 grammes d'une portion, 2 portions, 4 portions, etc. La viande, la même chose. Ça permet également de différer l'utilisation des produits. On peut très bien acheter des produits à un moment donné quand ils sont, je dirais, bon marché ou meilleur marché, quand il y a une publicité, les traiter, donc les cuisiner sous vide, et puis après les réutiliser 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Donc le sous-vide a énormément d'avantages que je viens de vous citer. Alors, les professionnels ont cru, quand je dis professionnels, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, a trouvé là un filon, mais ils ont cru qu'il suffisait de donner à des personnes non expérimentées l'instruction de travailler, de faire du sous-vide, et puis que ça allait marcher. Alors l'exemple qu'on me citait, c'était le suivant: des carottes cuites sous vide en portions. Donc on a dit, mais enfin bon, pour mettre des carottes dans un sachet, mettre un petit peu de sel, fermer le sachet, donc le sceller à l'aide de la machine et faire le vide, et puis les mettre dans un four à vapeur pendant 20 minutes. Il ne faut pas avoir fait 5 ans d'études en hôtellerie. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé des dames, qu'on appellerait des petites mains, sans être péjoratif, en leur disant, ben voilà, vous allez mettre les carottes, voilà, vous en pesez autant, vous mettez dans le sac, vous fermez, vous mettez au four, etc. Alors, dans un premier temps, ça marchait très bien. Et puis, après quelques temps, les clients ont commencé à se plaindre, parce que les carottes étaient dures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous savez que quand les carottes sont jeunes au début de l'été, donc fin du printemps, début de l'été, qu'elles sont primeurs, ben, les carottes sont tendres. Donc 20 minutes de cuisson, c'est suffisant. Et puis quand on avance dans la saison, qu'on arrive à l'automne et puis qu'on arrive à l'hiver, on a ce qu'on appelle des carottes de réserve, des carottes qu'on a mis, je dirais, en attente d'être consommées. Alors il y a des plus petites, il y a des plus grosses, il y a surtout des carottes ligneuses. Et une carotte qui est ligneuse, ben, elle ne cuit plus par exemple en 20 minutes, il en faut 25 ou 30. Or, les dames à qui on avait donné des instructions, ben, elles ont respecté scrupuleusement le cahier des charges. Voilà, les carottes, c'est 20 minutes. Ah Et oui. les carottes n'étaient pas cuites. Ce qui veut dire qu'un véritable professionnel, un cuisinier, lui, il aurait été capable de savoir ça parce qu'il sait, d'une part, que ben, quand les carottes sont soit plus grosses, soit un peu ligneuses, elles doivent cuire un peu plus longtemps. Il sait quand les carottes sont cuites. Et il n'aurait pas été attrapé. Alors, en cuisson traditionnelle, ce n'est pas compliqué. Avec une écumoire ou avec une araignée, vous soulevez les carottes de la casserole de cuisson. Vous prenez une lame de couteau, Et vous on piquez pique dedans, un oui. peu comme les pommes de terre, on voit quand c'est cuit. Évidemment, quand c'est sous vide, ça va moins bien piquer dans le sachet, c'est même impossible. Sous certaines conditions, on peut le faire, j'expliquerai après. Donc, vous voyez, la première chose qu'il faut faire quand on veut faire du sous vide, c'est d'abord avoir un bagage culinaire au départ. Sinon, ça marche pas. Il faut savoir comment on réalise une préparation classiquement, et puis voir comment on peut faire pour la transposer en cuisine sous vide, parce que le processus n'est pas toujours le même. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y a une question de matériel. Alors, le premier matériel qu'il faut avoir, c'est évidemment la machine à mettre sous vide. Alors, on vend depuis quelques années des petites machines qui sont destinées, je dirais, plus à faire de l'emballage pour la ménagère, c'est-à-dire à mettre des légumes comme des haricots dans un sac, enlever l'air, évidemment, et puis sceller le sac. Bon, je ne peux pas vraiment appeler ça des machines à mettre sous vide. En réalité, pourquoi ça? Eh bien, parce que ce sont des emballeuses. Il faut d'abord savoir que quand on veut cuisiner sous vide, il faut avoir un vide qui soit non pas parfait, parce que le vide parfait n'existe pas, mais qui soit un vide au 10 millième. Donc, on doit pouvoir enlever 99,99% de l'air. Or, je ne pense pas que ces machines y arrivent de manière aussi intéressante. Ce sont des machines qui aspirent l'air? Ce sont des machines qui aspirent l'air et puis qui scellent le sac, donc qui le ferment. Mais il y a quand même une raison. Je suis allé voir le prix de ces machines sur Internet. Bon, on en trouve à 73 €, donc 73 € à peu près, et parfois même encore moins cher. Et le professionnel, pour la machine de table, je dirais correcte, il va lui devoir débourser 750 €. Bon, il faudrait quand même qu'on m'explique pourquoi, si ces petites machines sont si performantes et si parfaites, le professionnel continue à acheter des machines qui sont 10 fois plus chères. Donc là, il y a déjà un premier problème. Alors, quand on fait de la cuisine sous vide, il faut avoir une machine qui soit capable non seulement de faire le vide, mais également de sceller convenablement le sac. Et il faut donc des machines qui soient munies d'une double rampe de scellement. Donc, quand on voit un sac professionnel qui est fermé, on a une espèce de couture, je veux dire, c'est en fait le plastique qui a été fondu, une soudure. Donc, il y a une première soudure et puis 4, 5, 6 millimètres plus loin, il y en a une seconde. Pourquoi? Parce qu'une soudure peut toujours se rompre. Et quand une soudure se rompt, ce n'est pas très agréable parce que vous perdez évidemment le travail que vous avez fait. Ensuite, il faut une machine qui soit capable de scinder, de couper, de sectionner le sac
au moment où elle le soude. Hein. Ça, c'est déjà un point supplémentaire. Alors, la machine sous vide, elle n'est pas utilisable que simplement pour faire le vide. Elle est également utilisée pour faire le vide et pour réinjecter du gaz. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand vous achetez une boîte de biscuits, genre biscuits de Lacre, biscuits Lu, etc., qu'est-ce qui se passe? Vos biscuits sont généralement dans un second emballage qui est scellé et vous devez ouvrir cet emballage. Or, les biscuits, ils ont une conservation, par exemple, de 3, 4, 5, 6 mois, quand ce n'est pas plus. Essayez de faire des biscuits vous-même et de les conserver pendant 6 mois comme ça à l'air libre, vous n'y arriverez pas. Ils vont ramollir et ils vont éventuellement même moisir s'il y a un petit peu trop d'humidité. Alors, si vous regardez un petit peu la boîte de biscuits, vous verrez qu'il sera indiqué conditionné sous atmosphère protectrice. Alors, lorsqu'on fait de la cuisine sous vide avec une machine professionnelle, on peut ajouter à cette machine une bonbonne d'un gaz, qu'on appelle en langage professionnel de la Ligale, avec des numéros. Alors, ce gaz est généralement composé de 80% d'azote et de 20% de gaz carbonique. Donc, imaginons, vous voulez mettre des tuiles sous vide dans un sac. Vous prenez un grand sac, vous rangez votre huile. Donc des tuiles, ce sont évidemment des biscuits qu'on sert avec la glace ou le sorbet par exemple. Vous rangez votre huile dans le sac, vous mettez le sac bien entendu dans la machine, vous faites le vide, mais au lieu que le sac ne se soude et n'écrase les biscuits avec la pression atmosphérique quand elle revient dans la cloche, on va réinjecter du gaz, le fameux gaz donc dont je viens de parler, qui est un gaz qui va permettre la conservation des produits, et on va seulement sceller après. Ce qui veut dire que les tuiles vont être mises en protection. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de mettre des tuiles comme ça sous vide en protection pour le traiteur ou pour le cuisinier? Ben, c'est extrêmement intéressant, parce que si vous avez un banquet de 400 personnes, par exemple, le week-end, et que vous devez faire les tuiles au dernier moment, parce que des tuiles, ça s'humidifie, on ne peut pas les cuire tout en même temps, étant donné que la tuile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit habitué, qui mette la pâte sur la plaque. On en met généralement entre 4 et 6 par plaque de 40 cm sur 60. Il faut ensuite les retirer quand elles ont la bonne couleur. Avec une palette, il faut les décoller, les mettre dans un moule incurvé qu'on appelle un moule à bûche de Noël, de manière à leur donner la forme d'une tuile. Ensuite, il faut les enlever, il faut en remettre, etc. Donc, c'est une opération qui ne se fait pas comme ça en quelques minutes. Alors, le fait de pouvoir mettre des tuiles sous vide pour un traiteur, ça lui permet de faire travailler son personnel, par exemple, en début de semaine, voire même 15 jours à l'avance, quand il y a nettement moins de travail. Et puis, on stocke les fameux sacs avec les tuiles rangées par 10, 15, 20. Il suffit de les reprendre et de partir avec sur le lieu de la manifestation. J'ai comme ça mangé chez Pralus, parce que donc j'ai fait cette formation pendant 2 mois, des tuiles qui avaient quasiment 1 an et qu'ils mettaient sous vide dans le but de pouvoir montrer aux gens qu'ils formaient que la tuile était, je dirais, organoleptiquement parlant, exactement comme si on venait de la réaliser 1 heure avant. Donc la machine à mettre sous vide, elle ne permet pas que de sceller, de tirer un peu d'air, elle permet aussi plein d'autres choses. Donc c'est ce qui justifie son prix d'un point de vue, je dirais, pour le professionnel. Alors vous allez me dire, évidemment, la personne férue de cuisine, mais l'amateur n'a pas besoin de mettre des tuiles sous vide pour les conserver pendant 1 an ou pendant 6 mois, ça c'est évident. Alors, on vient de parler de la machine, voilà quelques-unes de ses caractéristiques. Il y a autre chose, il y a évidemment les sacs. Alors, vous avez dit, Marc, effectivement, que vous avez travaillé pour le leader mondial du sac. Et dans les sacs, il y a toute une série de sacs différents. Alors, le sac habituel, c'est un sac, je dirais, sous forme d'une poche, qu'on peut utiliser pour mettre sous vide et généralement pour cuire l'aliment. C'est un sac qui doit résister à une température de 120 degrés. C'est un sac qui est en fait multicouche. Il y a 6, 7, 8 couches de plastique différents. C'est maximum 7. Ah c'est 7, voilà. C'est cette compagnie, c'est celle qui en a le plus, et c'est le maximum qu'ils peuvent atteindre, c'est 7 couches sur un film plastique. Ça c'était le chiffre avant. Maintenant peut-être que, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais en tête des 5, 6, 7 couches. Maintenant j'ai peut-être dit 8 alors que. Mais d'habitude c'est 3 sur je crois que c'est la base c'est 3. Mais les sacs, disons, qui sont très performants, elles ont davantage de couches, parce qu'il y a des couches qui permettent, je dirais, qui empêchent plutôt le produit ou ce qui est à l'intérieur de sortir. Ne serait-ce que les odeurs. Il y a à l'inverse des couches qui empêchent les choses qui sont à l'extérieur de pénétrer à l'intérieur. Oui, puis il y a une couche anti-UV.
Oui, voilà. Il y a aussi la couche qui évite l'abrasion. Donc ça, c'est la couche protectrice extérieure qui tente de résister, je dirais, aux petits coups et aux chocs. Et tout ça, ça se Et fait avec un sac qui reste transparent. Hein. et tout ça se fait qu'un sac qui reste transparent. Donc ça veut dire également que les sacs, alors il y a, bon ça ce sont les sacs pour la cuisson, il y a également des sacs qui ne sont que pour la conservation, et puis il y a également ce qu'on appelle des sacs rétractables. Alors les sacs rétractables, oui. ils sont utilisés aussi bien donc pour la cuisson que pour la conservation. Quand vous achetez par exemple une grosse pièce de bœuf chez certains grossistes, ils sont dans des sacs rétractables, mais qui ne sont pas destinés à la cuisson. Mais vous avez donc les sacs rétractables pour cuisson qui eux permettent par exemple de cuire un rôti de bœuf au four. À la vapeur, après avoir été coloré. On le trouve au rayon viande de plus en plus au supermarché. Donc savoir que ce fabricant-là, normalement, fournit des emballages. Je sais qu'en France, il fournit 70% des emballages plastiques des produits frais. Et on a sur les fromages et on l'a surtout sur les viandes, on a cette barquette en plastique avec la viande qui est vraiment emballée sous vide avec le plastique qui n'est pas au contact de la viande, qui colle au... Le film, non, il colle non seulement au rebord, mais il colle partout où le film rencontre la barquette, ça colle. Donc, il n'y a vraiment pas un centimètre cube, pas un millimètre cube d'air là-dedans. C'est vraiment la viande. Oui, je vois. On met par exemple les magrets de canard aussi. Voilà, sur ce genre c'est l'horreur à déballer. Oui, tout à fait. Ou alors, c'est l'emballage, genre par exemple un gigot emballé dans une poche sous vide et ça le colle à la peau, quoi. Et ça, c'est aussi rétractable. Et tu as ça aussi sur les fromages, par exemple. On en sort sur quasiment pas tous les produits, mais sur énormément de produits. Hein. Alors, il faut savoir également que la tentation peut être grande, c'est d'utiliser des sacs meilleur marché. Bon. Maintenant, les sacs sont peut-être un peu moins chers, mais à une époque, c'est quand même assez onéreux. Hein. On achetait des sacs par 50, par 100 pièces, par 1000 pièces. Et puis, quand on allait faire ses courses dans des endroits où on vend des produits pour le secteur Horeca, on se dit, tiens, là, il y a un sac qui est 2 fois ou 3 fois moins cher que le sac Cryovac, par exemple. Hein. Alors, évidemment, tout le monde a fait l'essai, on en achète et puis on les utilise. Et puis après, on se rend compte qu'on a mis 3 kilos de blanquette en sac, qu'on doit la cuire dans une marmite, hein, parce que on ne la cuit pas forcément sous vapeur dans un four, on la cuit dans une marmite, hein, et puis on dépose ces sacs avec la blanquette dans la marmite, et puis on sait que ça doit rester pendant 2 heures ou 3 heures. Et puis après coup, on vient pour récupérer, après le temps imparti, on vient pour récupérer ces sacs avec une grande écumoire, et on se rend compte qu'on en ramène 3 qui sont pleins et 2 qui sont vides. Et que toute la viande de la blanquette, elle se trouve dans la marmite et on sait quasiment plus rien en faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a utilisé une mauvaise marque de sac, soit que le sac, comme on dit, il a pété soit à une couture, soit à l'endroit où on a fermé, où on a scellé, hein, parce que le sac n'avait pas les qualités, je dirais, pleines pour être utilisé correctement. Et finalement, tu gaspilles la valeur de ta marchandise. Ah oui, on gaspille la marchandise par rapport au prix du sac. Je peux en parler parce qu'en 2007, si tu te souviens bien, il y avait la crise de la viande. Donc ce fabricant pour lequel je travaille, dont tu as cité la marque, j'ai pas vraiment envie de les citer parce qu'ils ont fini par me virer. Parce que en 2007, il y a eu la crise de la viande et donc tous les fabricants, le prix de la viande a monté excessivement vite. Tu avais le prix du blé en fait qui montait, le prix du pétrole a monté, le prix du blé a monté du coup, et donc le prix des céréales et le prix de la viande a monté. Donc on avait commencé à avoir des émeutes de la faim, si je me souviens bien. En fait, dès que le pétrole augmente, il y a tout le reste qui augmente. Hein. Donc le prix de la viande est monté très cher et les gens se sont retenus d'en acheter. Les abattoirs ont commencé à réduire leurs achats et ils ont été vers des produits meilleur marché. Donc on a perdu énormément de clients à ce niveau-là. Et je te dis, sur certains produits, tu avais le chiffre d'affaires qui a diminué de moitié. Donc le volume de vente a diminué de moitié. Et l'usine qu'ils avaient en France, au sud de Paris, qui comptait quand même 11 lignes de production, plus de 1000 employés, c'était 1200 employés, ils ont dû licencier 200 employés parce qu'il y avait plus assez de commandes. Ça a duré 1 an et pour se rendre compte que les entreprises agroalimentaires qui achetaient ces sacs et qui avaient été vers des solutions meilleur marché se sont rendus compte que la durée de vie en supermarché, ce qu'on appelle la durée de vie en rayon, était moindre parce que la qualité, donc le sac permet de conserver. Et il permet aussi ils font des tests pour voir quelle est la date de péremption qu'ils mettent dessus. Et au plus le sac est de bonne qualité, au plus il va conserver longtemps. Donc un produit frais qui peut rester longtemps au rayon, parce qu'il reste frais grâce au bon emballage, c'est des pertes en moins. S'ils doivent enlever, au lieu d'avoir 10 jours de date
ils ne peuvent en avoir que 5, ben, ça fait beaucoup plus de pertes et ta chaîne d'approvisionnement est complètement perturbée parce que tu peux plus avoir les mêmes volumes. Et donc, finalement, les clients ont fini par revenir. Ils ont commencé à vouloir négocier très fort en disant hey, « regardez votre concurrent négocier ». Je fais « OK ». Et les vendeurs sont restés, le service commercial est resté sur sa position en disant « regardez, le prix du pétrole monte, donc nous, le prix de production de nos sacs monte aussi, on ne peut pas diminuer nos prix. Donc vous prenez, ou bien vous allez à la concurrence, allez-y seulement ». Ils étaient assez confiants là-dessus pour finalement voir les gens revenir la queue entre les jambes en s'excusant presque d'avoir été à la concurrence parce qu'ils sont retrouvés qu'ils ont perdu énormément de marchandises. Ils ont perdu énormément de sous en voulant faire des économies parce que les supermarchés devaient jeter beaucoup plus de livraisons qu'ils ont reçues parce que elles sont restées en rayon trop longtemps et qu'ils ne pouvaient pas les garder plus parce que c'était passé la date. Et c'est illégal de vendre un aliment qui a passé la date. Et ils se retrouvaient comme ça avec surtout en perdant eux-mêmes des clients parce que comme la qualité diminuait, les gens qui tombaient sur un aliment qui avait tourné, qui avait été mal conservé, augmentaient. Et il suffit de passer de 1 pour 1000 à 2 pour 1000 pour avoir une perte de confiance. Parce que les gens, surtout à l'heure actuelle où les réseaux sociaux sont prédominants, les gens, dès qu'ils ont une plainte, une raison d'en vouloir à une firme qu'ils ont une mauvaise expérience, ils vont commencer à étaler ça sur Instagram, Twitter, Facebook et surtout les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup plus risqué d'avoir un client mécontent maintenant que jamais. Et donc c'est la perte de confiance dans la marque qui diffuse comme ça une perte de confiance dans la marque qui est très difficile à récupérer. Et tout ça, finalement, n'en vaut pas le coup d'aller faire quelques économies sur peut-être de 10 ou 20% sur les sacs de conservation. Voilà, ça c'était le petit commentaire que j'avais à faire parce que voilà. c'est quelque chose qui a été vécu. Je l'ai vécu de l'intérieur. Je pourrais en parler pendant des heures des implications que ça a eu au niveau des détails. Mais c'était une crise qui a fait beaucoup de mal au secteur. C'était, par exemple, une autre chose. Il faisait aussi des emballages rétractables, mais non sous vide, pour emballer les pizzas. Quand tu achètes des pizzas surgelées. Et quand la France n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde, ils ont revu leurs prévisions à la baisse parce qu'ils savent que chaque fois que la France était qualifiée à la Coupe du Monde, les ventes d'emballage de pizza s'envolaient, quoi. Explose. Tu vois, pour te dire le lien qu'il y a entre tout ça. L'autre moyen vraiment nécessaire pour faire de la cuisine sous vide d'un point de vue, je dirais, professionnel, c'est le mode de cuisson. Alors, l'idéal, c'est de disposer d'un four à vapeur, je dirais, le plus professionnel possible. Four à vapeur qui est nécessaire puisque la cuisson s'opère à des températures allant de 100 degrés au maximum. On peut éventuellement envisager du 110 ou du 120, mais en principe, c'est 100 degrés. Sinon, ce n'est plus vraiment un four à vapeur, c'est plutôt un autoclave. 100 degrés pour les choses qui cuisent aux températures les plus élevées, qui sont les fruits et les légumes. Et puis on descend par palier de 10 degrés à chaque fois, jusqu'à 70 degrés pour les viandes rouges. Alors, c'est quoi le seuil minimum? Il y en a qui cuisent normalement ça devrait être 70 degrés, mais il y en a même qui cuisent avec du 50 degrés, hein, donc du côté des foie gras. Mais tes protéines ne cuisent pas à 50 degrés. Disons que quand on cuit un foie gras à 50 degrés, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On le ramollit simplement. Hein. Alors moi, je ne suis pas pour une cuisson aussi faible parce qu'il y a quand même toujours des dangers. Mais voilà, certains le font. Hein. C'est à quelle température que les protéines cuisent? En principe, à partir de 59 degrés. Voilà, donc il faut 60 degrés pour être sûr que ça cuise. Voilà. Hein, les premières cuisses, on cite souvent le chiffre de 56 degrés, qui est la température à laquelle on commence à se brûler avec de l'eau chaude. Hein. Oui. Donc, si on se brûle, c'est qu'on cuit en réalité. Hein. Donc, 56 degrés, c'est le début, mais je dirais que l'idéal, c'est 59 et c'est même 60 degrés. Alors, la loi impose, en tout cas en Belgique, mais je pense que c'est la même chose en France, que tout produit dans une chaîne de distribution, c'est-à-dire un self-service par exemple, hein, ou même en cuisine, tout produit chaud soit servi à au minimum 65 degrés centigrades. Alors 65 degrés centigrades, ce n'est plus possible de manger un steak bleu. On parle ici de la ligne, de la ligne de service dans un self-service. Hein, par exemple pour le potage, pour les pommes de terre, la purée, des haricots crème, etc. Tout ça doit normalement rester à au moins 65 degrés. Le temps que ce soit servi sur assiette, le temps que vous alliez à votre place pour le manger, c'est descendu, je dirais, à 59 degrés ou en dessous de 59 degrés. Et c'est la température à laquelle vous pouvez, en principe, commencer à manger sans vous brûler. Oui, mais en fait, si je me souviens bien, les bactéries sont recouvertes d'une couche de protéines. Entre autres, voilà. Oui, il peut y avoir des protéines.
Donc, si on met si on maintient au-delà de 60 degrés, ça cuit les bactéries en même temps, donc ça les tue. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. J'en reparlerai après pour les mesures d'hygiène. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est le but, évidemment, que ça soit à 65 degrés pour éviter la prolifération des bactéries. Là, on est entièrement d'accord. Mais il y a des bactéries qui sont bien plus méchantes et qui sont bien plus résistantes. Alors, je reviens donc au four. Il faudrait idéalement un four professionnel ou un four à vapeur, je dirais ménager, mais qui soit quand même très performant. Alors, il y a un autre moyen de cuisson, c'est le récipient d'eau, je dirais entre guillemets la casserole d'eau qu'on fait chauffer. Alors, on vend maintenant des appareils qui coûtent une centaine d'euros, et c'est l'appareil dont notre amie Jessica a envoyé la photo. Ce sont des appareils qui ont une puissance, je suis allé voir sur Internet également, de 800 watts et qui font chauffer l'eau à une température vraiment déterminée et apparemment qui sont capables de réguler cette température, je dirais, dans une fourchette très étroite de 1 à 1 degré par rapport à la température demandée. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode. Ça peut évidemment être utilisé. Certains professionnels utilisent également ce genre de méthode pour cuire je dirais, des produits. Mais ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est jamais qu'un dépannage. Ce n'est pas vraiment le moyen de cuisson qu'on utilise, en tout cas professionnellement. Professionnellement, c'est évidemment le four à vapeur. Alors, je ris quand même un petit peu doucement quand je vois sur Internet qu'on peut faire du sous-vide avec son lave-vaisselle. Alors, oui. Alors, certaines personnes... Oui, voilà. Alors, dans un lave-vaisselle ménager, il y a 2 étages. Il y a l'étage du bas où on met ses assiettes, et puis au-dessus, il y a l'étage où on met les tasses retournées. Alors là-dessus, on vous dit, vous mettez vos produits dans un sac sous vide avec la petite machine à 73 €. Vous déposez le produit donc dans le bac supérieur du lave-vaisselle, et puis vous profitez, vous faites votre vaisselle pour cuire vos produits, ça vous coûte rien. Évidemment, tout ça c'est bien beau quand il s'agit de pommes de terre. Vous faites une fondue au fromage chez vous et vous voulez impressionner vos amis. Si vous avez une cuisine américaine, vous installez votre appareil à raclette sur la table et puis vous dites maintenant on va prendre des pommes de terre. Vous ouvrez votre lave-vaisselle et vous enlevez le sachet de pommes de terre avec les pommes de terre. Bon, ça, mon Dieu, ça va quand c'est que des pommes de terre. Si maintenant c'est avec une blanquette et qu'entre-temps le sac se rompt dans votre lave-vaisselle. Surtout au cycle de rinçage. Surtout au cycle de rinçage. Alors non seulement vous risquez d'avoir de l'eau bouillante sur vos pieds quand vous ouvrirez la porte parce que la blanquette va se retrouver dans le filtre d'évacuation, elle va boucher le trou et l'eau ne pourra plus s'échapper, donc vous aurez l'eau chaude sur vos pieds. Et en plus, vous aurez à nettoyer votre vaisselle de nouveau parce que la blanquette sera passée dans les couverts et dans les assiettes à l'étage inférieur. Bon, il faut rester raisonnable. Ce sont des moyens un petit peu farfelus. C'est anecdotique, oui. C'est anecdotique, voilà. Bon, à la limite, cuire une pomme de terre, mais je dirais que s'il faut attendre de faire un cycle de son lave-vaisselle pour cuire ses pommes de terre, c'est un petit peu malheureux. Ça marche quand même très bien dans une casserole sur le feu. Mais comment est-ce que tu fais alors pour attacher tes sacs dans le lave-vaisselle? Parce que il y a des jets d'eau puissants qui partent dans tous les sens. Son sac, il va se balader. Je suppose qu'on peut le coincer quand même. Il y a des pics. Enfin, je suppose qu'on peut quand même coincer un peu le sac, mais ça doit être anecdotique. C'est quand on ouvre le lave-vaisselle et toute la blanquette est dans les assiettes. Mais enfin, bon, voilà. Alors, un autre moyen, je dirais qu'il est nécessaire et que les professionnels possèdent, c'est un moyen de refroidissement rapide. Alors, il y a 2 types, je dirais, d'ustensiles, d'appareils. Il y a soit la cellule de refroidissement rapide qui fonctionne, je dirais que c'est un petit peu au réfrigérateur ce que le four à air pulsé est au moyen de cuisson. C'est en fait un système où l'air est pulsé, l'air froid est pulsé violemment. Quand je dis violemment, enfin est pulsé de manière à vraiment ne pas stagner et vraiment refroidir le produit. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que quand on fait refroidir quelque chose, ça va 25 fois plus vite dans de l'eau que dans de l'air. Sauf si on fait circuler cet air froid de manière intense. Alors la machine, la cellule à refroidir, elle est utilisable par exemple aussi bien pour un gâteau ou un entremets. Donc là évidemment il n'est pas question de le plonger dans de l'eau en temps normal, donc là il n'y a pas le choix. Mais également pour les sacs sous vide. Par contre, pour les sacs sous vide, ça prend beaucoup de temps pour une raison, c'est que il faut énormément d'énergie de frigorie pour refroidir une masse compacte qui est brûlante, qu'on a sortie du four à 100 degrés. Alors, les professionnels qui font beaucoup de sous vide, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un bahut réfrigérant. Donc, vous imaginez une espèce de congélateur de 500, 600, 700, 800 litres, mais qui est rempli d'eau glacée. Ce sont des congélateurs spéciaux, je vais dire, puisqu'il faut que la paroi puisse résister à la pression et au poids, puisque l'eau, évidemment, va essayer, elle, de pousser les parois. Donc, ce sont des réfrigérateurs spéciaux, et l'eau est toujours maintenue à une température de 2-3 degrés. De sorte que quand vous allez ajouter à cette eau
d'équivalent de 30 ou 40 kilos de marchandises à refroidir, même à 100 degrés, il y a une telle inertie du froid que ça va être refroidi en l'espace de, selon la taille des sachets évidemment, quelques minutes à une demi-heure, hein, donc c'est refroidi. Et ça, c'est une condition qui est nécessaire, c'est de pouvoir très rapidement refroidir les sacs sous vide pour des raisons de sécurité alimentaire. Parce que c'est ça que vous allez après devoir les conserver dans un réfrigérateur. Si vous allez porter vos sacs brûlants à 100 degrés, même dans une chambre froide professionnelle qui fait plusieurs mètres cubes, vous allez automatiquement avoir un temps de refroidissement qui va être très long. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, vous allez réchauffer les produits qui sont avoisinants. Donc, ce n'est pas bon du tout. Donc, disposer de ce bahut. Alors, la ménagère, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va utiliser son évier dans lequel elle va mettre de l'eau froide, éventuellement des glaçons, éventuellement du sel. Comme dans un seau à champagne. Comme dans un seau à champagne. Mais évidemment, c'est de nouveau, entre guillemets, du bricolage. Il faut un petit peu tirer son plan. Mais j'en profite pour faire une petite remarque, un parallèle avec les gens qui achètent une bouteille de vin et il y a des amis qui arrivent en disant « Ah, j'ai oublié de mettre le vin au frigo. Alors, je vais vite le mettre au congélateur. » C'est qui est une absurdité sans nom, à mon avis. Parce que ça se discute, ça, par contre. J'ai toujours vu, mais genre, je vais les laisser un peu au congélateur. Premièrement, tu le mets au congélateur, tu as de grandes chances à ce que tu l'oublies et quand tu t'en souviens, la bouteille est gelée. Elle est gelée, elle est même éclatée, hein. Elle va se refroidir avec principalement l'air qui est congelé. Et donc, ça va prendre plus de temps. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la bouteille de vin ou la bouteille de champagne dans un seau avec de la glace et de l'eau. Les gens qui ne savent pas utiliser un seau à glace mettent juste des glaçons. Ce qui est ridicule parce que du coup, c'est les glaçons refroidissent l'air qui est autour de la bouteille qui, elle, refroidit la bouteille. Il faut mettre de l'eau, hein. Il faut mettre de l'eau. Les professionnels mettent de l'eau. Non, parce que je vois encore certains bars qui mettent juste des glaçons, ils mettent pas d'eau. C'est plus l'eau qui refroidit que les glaçons, finalement. Et donc, tu mets des glaçons, tu mets de l'eau, et tu tournes ta bouteille régulièrement pour mélanger l'eau, et ça refroidit en 20 minutes. Ben oui, parce que dès le moment où on met de la glace et de l'eau en contact, l'eau qui est le vecteur, qui est le moyen qui va refroidir, puisqu'il va envelopper, l'eau va envelopper la bouteille de manière efficace. L'eau est à 0 degré, hein. Et si vous ajoutez, quand on est vraiment très pressé, si on ajoute 300-400 grammes de sel dans l'eau, on fait même chuter la température bien en dessous de 0 degré. Et à ce moment-là, on refroidit encore plus vite. Maintenant, attention, en effet. Ce n'est jamais très bon de faire un choc thermique au vin. L'idéal, c'est que le vin puisse refroidir à son aise. Donc, dans un frigo, quoi. Dans un frigo, voilà. Okay, ou dans une chambre froide. Mais alors, pourquoi doit-on pouvoir faire donc ce refroidissement rapide? Parce que dans certains cas, il faut après faire une repasteurisation. Alors, je m'explique et j'en viens ici au plus gros problème qui est lié à la cuisine sous vide, c'est le botulisme. Alors, le botulisme, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie, c'est une infection qui est causée par une toxine, qui est produite donc par une bactérie et qui est extrêmement dangereux parce que il en faut quelques milligrammes pour tuer plusieurs personnes. Donc, il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Il vous suffit d'aller voir, comme je l'ai fait encore hier sur Internet, et je pourrais vous donner le lien, au niveau des intoxications alimentaires liées au sous-vide. La bactérie du botulisme est une bactérie qui est dite anaérobie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va plutôt proliférer en absence d'air, puisque l'oxygène a la vertu de la tuer. Or, vous avez justement mis des aliments sous vide. Vous avez donc enlevé l'air, vous avez donc enlevé l'oxygène. Donc, la bactérie a tout le loisir, je dirais, si le produit est souillé, s'il est contaminé, ou s'il a été mal nettoyé ou mal préparé, la bactérie a donc tout le loisir de proliférer dans votre aliment. Alors, il y a d'autres bactéries et d'autres microbes qui peuvent proliférer. Il y a également le tétanos, qui est aussi, je dirais, un microbe anaérobie. Donc, aussi bien l'un que l'autre, il faut les éviter. D'autant plus que dans le cas du botulisme, c'est souvent mortel, hein. Mais ces bactéries ne meurent pas quand tu cuis à 100 degrés? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ce sont des bactéries, dans le cas du botulisme, qui peuvent sporuler. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans une bactérie, vous avez 1 ou 2 brins d'ADN, hein. Généralement, c'est très limité et il y a même en principe pas de noyau. Donc, à un moment donné, quand la bactérie commence à avoir chaud, qu'est-ce qu'elle se dit, entre guillemets, c'est une image évidemment, je vais me mettre en protection et elle va établir autour de son brin d'ADN, elle va établir une spore, donc une capsule de protection qui est extrêmement résistante et elle embarque non seulement le brin d'ADN, mais je dirais un tout petit peu de la matière de la bactérie au départ, qui va lui permettre plus tard, ultérieurement, quand les conditions seront de nouveau favorables, va lui permettre de réémerger et de refaire une bactérie. Or, la bactérie sporulée, elle résiste pendant 5 heures à 100 degrés.
Donc vous imaginez, dans tous les modes de cuisson traditionnels où on ne dépasse pas 100 degrés, puisque en principe un four à vapeur traditionnel, c'est 100 degrés, une marmite d'eau bouillante c'est 100 La degrés. vapeur, c'est 100 degrés, oui. Et là, oui, la vapeur, mais vous avez des vapeurs à pression à 120 degrés dans des autoclaves, hein. Mais en principe, la bactérie, lorsqu'elle est sous sa forme sporulée, elle résiste pendant 5 heures. Or, vous n'allez jamais laisser cuire un aliment pendant 5 heures, hein. Donc forcément, elle va rester présente. Alors, l'astuce, quelle est-elle? L'astuce, c'est que vous allez d'abord donc cuire votre produit, admettons des légumes, des asperges à 100 degrés sous vide. Vous les refroidissez rapidement. S'il y a des bactéries à l'intérieur du sac, une fois que la température redevient être fraîche, qu'est-ce que la bactérie sporulée se dit? Ah, ça y est, maintenant, je suis de nouveau dans des conditions qui me permettent de redevenir ce que j'étais, hein. Pas de chance, vous avez refroidi, vous repasteurisez immédiatement. Et là, vous la tuez. Pourquoi? Parce que quand elle se dit, voilà, je vais de nouveau me mettre sous ma forme initiale de bactérie, non plus de spores, elle n'a plus suffisamment de matériaux pour le faire. Elle n'a plus assez ni d'énergie ni de matériaux à disposition. Et là, vous la tuez. C'est pour ça qu'on fait souvent, dans certains cas de produits sous vide, une pasteurisation qui suit une cuisson, avec un refroidissement intégral entre les deux. Alors, Et c'est la raison... Mais comment on fait? Je viens d'expliquer comment on fait. Oui, mais pasteurisation, c'est quoi exactement? Vous remettez de nouveau au four à vapeur à 100 degrés pendant un certain temps pour tuer les bactéries qui pourraient avoir envie de réémerger. Mais ça va pas réinitialiser la cuisson? Non, parce que ça doit être assez rapide, hein. Assez rapide, c'est quoi? Parce que tu dis un certain temps, c'est quoi? Oui, mais bon, je ne suis pas devant le four et je ne suis pas avec mes tables de pasteurisation, hein. C'est du style une dizaine de minutes, le temps de réchauffer le produit au-delà de 65 degrés, par exemple. Ah, on peut trouver ça sur Internet, les tables de pasteurisation? Je ne pense pas. Tu trouves ça où? Dans des bouquins spécialisés. Ah, ok. Donc en gros, essayer de pasteuriser. Donc on cuit. Mais soyons clairs, je ne veux pas donner ici des modes de préparation parce que ce serait galvauder la chose. Ce serait d'autre part trop dangereux. Je ne peux pas donner en 1 heure des explications qui permettent de faire de la cuisine sous vide alors que j'ai fait 2 mois de formation pour y arriver. Oh là là. Mais donc, en gros, ça consisterait à cuire, puis refroidir très vite, et puis réchauffer très vite. Et puis réchauffer très vite, au-delà de 65 degrés minimum. La pasteurisation, bon, c'est souvent 65-70 degrés, hein. Donc, parce que la petite bactérie qui, quand tu la refroidis, s'est mise en hibernation, ça a Voilà. consommé de l'énergie. Quand tu la réchauffes, elle va se dire... Non, quand on la refroidit, elle se dit, ça y est, les conditions normales de vie reviennent. Je vais recommencer à manger. Je sors de ma spore. Et puis après, comme elle est sortie de sa spore et qu'elle essaie de se reconstituer en tant que bactérie, elle devrait normalement avoir le temps pour le faire. Et si vous pasteurisez directement après, vous la détruisez parce qu'elle n'est plus d'abord protégée et d'autre part, elle n'est plus capable de resporuler une deuxième fois puisqu'elle vient de le faire. Et c'est sous ces conditions-là que la cuisson sous vide, en tout cas l'emballage sous vide suivi d'une cuisson, permet de conserver longtemps. Voilà. Alors, qu'en ce qui concerne les conserves de légumes, la loi impose non seulement de les cuire, mais également de les amener à une température en autoclave de 110 ou de 120 degrés pendant quelques minutes, de manière à tuer les éventuels germes donc qui seraient dangereux, qui seraient pathogènes pour l'homme. Wow. En tout cas, moi j'avais vu un reportage sur les applications qu'on pouvait avoir de la cuisine sous vide, et par exemple une qui était très intéressante, c'était pour la cuisine dans les sous-marins. Parce qu'il y a une époque où les cuisiniers embarquaient tous les produits frais dans les sous-marins, mais du coup, ça limitait l'autonomie du sous-marin, surtout les sous-marins nucléaires qui peuvent rester plusieurs mois en plongée. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'ils étaient limités par l'approvisionnement. Et il y avait un cuisinier qui avait donc pris la peine d'aller expliquer et former les marins à la cuisson sous vide. Vous pouvez cuire sous vide ou pré-cuire sous vide tous les aliments, tous les plats, et ils peuvent conserver très longtemps dans votre sous-marin. Il n'a qu'à les sortir et les chauffer. Donc, ils gagnent en place. Et puis... Ben bon, il y a quand même des limites, hein. Alors la limite traditionnelle et la limite première, c'est souvent 15 jours, 3 semaines pour un aliment qui est cuit sous vide, hein. Oui. Et puis après, sous certaines conditions, je dirais, après avoir fait des tests d'innocuité du produit, etc., les professionnels, lorsqu'ils travaillent dans des conditions parfaites, peuvent aller maintenant jusqu'à 60 jours. Ça, ce sont les dernières nouvelles que j'avais quand je m'intéressais encore à la cuisine sous vide. Maintenant, l'idéal, c'est évidemment de congeler le produit, hein. Il y a des sacs qui permettent à la fois la cuisson, la congélation et la remise à température. Donc, à ce moment-là, vous cuisinez le produit
Vous le mettez au congélateur. Bon, là, une fois qu'il est congelé, vous pouvez le garder pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an au congélateur, sans aucun problème. Et puis après, vous le remettez à température. Et si les choses ont été bien faites, à savoir une congélation extrêmement rapide pour éviter la formation de cristaux. Donc une surgélation. Une surgélation, mais je dirais à la limite très rapide également et très poussée. Vous remettez le produit en température et c'est comme si vous veniez de le cuisiner, effectivement. Oui. Mais moi, je me pose la question avec ce plastique qu'on chauffe, qu'on refroidit, est-ce qu'il risque pas de migrer dans les aliments? Mais justement, c'est la différence de qualité qu'il y a entre les très bons plastiques. S'il y a toujours un risque, hein, mais entre les très bons plastiques et les semi-plastiques qu'on trouve à bas prix, c'est que dans des plastiques d'une marque de qualité qu'on a cité tout à l'heure, c'est étudié pour qu'il n'y ait pas de migration, en tout cas le moins possible. Le moins possible, en effet. Alors tout ça étant dit, bon ben voilà, il y a d'une part, pour faire le sous-vide en tant qu'amateur, il y a d'une part le matériel. Alors évidemment, comme on a expliqué, on peut toujours bricoler avec du matériel nettement moins cher. Et de la vaisselle. Et le lave-vaisselle, mais il y a quand même surtout, je vais dire, les risques liés au sous-vide. Alors bon, on va prendre un cas tout simple. Quel serait l'intérêt pour le non-professionnel de réaliser des asperges cuites sous vide alors que ça marche si bien de les réaliser dans une eau bouillante salée comme on le fait habituellement? Par exemple, je ne vois pas. Le sous-vide est un moyen, je dis toujours, ce n'est pas un moyen de conservation, c'est un moyen de cuisson, le sous-vide. Oui. Les risques sont beaucoup trop grands, même pour certains cuisiniers, de vouloir conserver les aliments sans les cuire. Je vais prendre un exemple. Les viandes qui sont préemballées sous vide, elles sont faites dans des ateliers spécialisés, dans des ateliers qui sont réfrigérés. Sous Et elles sont faites... protectrice. Non. Je parle des viandes qui sont mises dans un sac rétractable, Ah bon. comme les grosses pièces les grosses pièces d'aloyau, par exemple, Oui. qui font quelques kilos. Donc, elles sont traitées par des gens qui sont habillés quasiment comme des cosmonautes, qui ont des masques, qui ont des charlottes sur la tête, qui ont des gants, qui ont des grands tabliers, Oui. dans des ateliers, bon, j'ai travaillé dans ce genre d'ateliers, dans des ateliers qui sont bien souvent soumis pendant les périodes de non-activité à des rayons ultraviolets, de manière à disons, désinfecter et à tuer les moindres microbes, qui sont en plus désinfectés parfois plusieurs fois par jour au Karcher avec des solutions de produits extrêmement nocifs pour les bactéries. Et pour éviter que les bactéries ne s'habituent, eh bien, il y a une vanne parce qu'il y a 2 types de produits. Les jours pairs, on utilise un certain produit et le lendemain, on va utiliser un autre produit qui a un mode d'action différent, de manière à ce que les bactéries, en aucune occasion, celles qui survivraient éventuellement, ne puissent s'habituer au produit en question. Et développer vous voyez, une résistance, oui. Et développer une Donc, c'est des résistance. super antibiotiques, quoi. Eh ben voilà, donc ça veut dire quand même que... Alors pour vous donner un autre exemple, quand je m'occupais d'une école donnée, on faisait un concours de cuisine sous vide avec les élèves. Et c'était les élèves qui allaient devoir aller à la foire commerciale en question, c'était une foire professionnelle, exécuter donc le plat. Mais on était obligé, pour une question d'état sanitaire, de réaliser la préparation à l'avance, une bonne semaine à l'avance, et d'envoyer l'échantillonnage, je dirais, à des fins d'analyse. Et on devait évidemment avoir une analyse qui soit conforme, je dirais, au niveau du nombre de bactéries à ce que la loi prévoit. Bon, et je me rappelle qu'un jour, avant d'aller porter le sac en question, on a eu un petit problème. Il y a un sac qui s'est ouvert et on a dû remettre en sac. Bon, on a pris un sac qui était tout à fait neuf, qui était tout à fait propre. On a pris une palette qui était propre. On a pris des précautions pour prendre l'aliment qui avait été cuit sous vide, le remettre dans le deuxième sac et fermer le sac. Bon, on n'avait pas le temps, parce qu'il fallait le conduire, on n'avait pas le temps de repasteuriser et on n'allait pas remettre en cuisson, puisqu'à ce moment-là, on allait vraiment changer la texture du produit. C'était déjà cuit. Et je sais qu'aux analyses, on a été tout juste. Or, tout était propre, le sac était propre, voilà. Donc, c'est vous dire que le sous-vide est vraiment quelque chose qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Alors, moi, je ne saurais qu'encourager les gens qui ont envie de faire du sous-vide à titre amateur, c'est de suivre une formation chez un cuisinier qui le fait régulièrement et qui s'y connaît surtout. Et puis, c'est de lire un petit peu des bouquins spécialisés sur la cuisine sous vide pour comprendre, je dirais, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vois 2 avantages à la cuisine sous vide en ménage pour un particulier. La première, c'était pour une recette que tu as donnée avant les fêtes, quand tu veux confire ton saumon avec de l'huile d'olive. Voilà. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans une question de cuisson, on est dans une question d'emballage, tout simplement.
Hein, Oui. alors là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. La petite machine, je dirais ménagère, suffit amplement, hein, puisque là, on n'a pas une obligation d'enlever absolument tout l'air qui est dans l'emballage. Bon, s'il reste une ou deux bulles d'air, ça ne sera vraiment pas un problème. Mais là, effectivement, là, je dirais, ben oui, bravo, là, c'est à utiliser, mais c'est uniquement un moyen d'emballage et pas un moyen de cuisson Donc, dans ce cas-là. ça permet de confire un produit avec de l'huile, en Et en utilisant beaucoup mettre moins nettement d'huile. Voilà. moins. Voilà, Donc, pour faire des exactement. marinades, Vous mettez, voilà, pour des faire des choses comme ça. marinades, voilà, vous mettez votre viande avec éventuellement le produit de votre marinade pendant une demi-journée au réfrigérateur, emballé dans un sac sous vide, ça c'est parfait. Là, je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Oui, notre application que je vois, mais c'est aussi surtout pour l'emballage, c'est que en emballant sous vide, tu contractes en fait les aliments et ça permet de prendre moins de place dans le congélateur. Mais c'est principalement de l'emballage, tu vas me Ça, c'est dire. de l'emballage de nouveau. Mais Voilà. là, je n'ai vraiment, je dirais, pas de réticence à ce type d'emballage s'il y a congélation après, ou dans le cas d'une marinade, je n'ai pas de réticence particulière. Hein. Alors, une question que je voulais te poser, est-ce que la cuisson sous vide s'est avérée une meilleure option qu'une cuisson traditionnelle pour certains plats ou certaines préparations? Alors, je dirais que au début, quand on apprend la cuisine sous vide et qu'on découvre la cuisine sous vide, on est un petit peu subjugué comme ça, on est ébahi, on est émerveillé parce qu'on se rend compte qu'on a des cuissons qui sont entre guillemets parfaites, à condition bien sûr de maîtriser le process de manière professionnelle. Hein. On a des cuissons parfaites pour le poisson, mais on a aussi surtout des cuissons parfaites pour la viande. Je m'explique. Non pas pour une viande bleue, mais pour une viande qui serait par exemple saignant ou encore mieux à point. Lorsque vous cuisez un rôti qu'on appelle en Belgique le filet d'Anvers, qui est un rôti assez allongé et de forme un petit peu, je dirais, entre triangulaire et cylindrique pour la décrire au niveau de la coupe transversale, c'est le genre de rôti qu'on met généralement sur les buffets froids pour les communions, pour les mariages, etc. Quand on cuit ce rôti de manière traditionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a une croûte qui est bien colorée et qui est brune autour. On a sur 1 centimètre et demi le rôti qui est cuit. Et puis après, on a sur 1 demi-centimètre quelque chose qui serait à point. Et tout le milieu est cru, ok? Oui. Lorsqu'on cuit sous vide, on a au contraire une diffusion progressive de la cuisson vers l'intérieur. On a le milieu qui est encore, je dirais, un peu saignant. Et puis on va de cette zone centrale qui est la moins cuite vers l'extérieur, qui est bien cuit, de manière parfaitement progressive, parfaitement, je dirais parfaitement unifiée. Et là, je dois reconnaître que c'est par exemple un mode de cuisson qui pour moi est supérieur quand on le fait sous vide que quand on le fait de méthode traditionnelle. Alors si on veut le faire en méthode traditionnelle et avoir le même résultat, on est obligé à ce moment-là de travailler comme j'ai déjà expliqué. Imaginons qu'on cuise la pièce de viande pendant une demi-heure au four. On doit la recouvrir avec un papier d'aluminium plié en deux et on doit laisser la température se diffuser progressivement vers l'intérieur. Or, généralement, on ne le fait pas, bien entendu. Hein. Mais Oui. la cuisson sous vide, là, à ce moment-là, elle est, je dirais, parfaitement indiquée. Donc, tu vas me dire que la cuisson sous vide permet d'une cuisson à cœur Une cuisson à uniforme. cœur de manière uniforme, voilà, tout à Voilà. fait. Alors, ça, c'est le sous vide. Le reproche que je vais faire au sous vide, par exemple, c'est que quand on en a mangé tous les jours pendant 2 semaines, on en a marre. Alors, on peut faire aussi bien du sous-vide pour un plat braisé que pour un plat, par exemple, comme le magret de canard. On peut très bien cuire un magret de canard et puis après le repasser au grill de manière à rendre la peau croustillante. Hein. Ah Donc, il oui. n'y a pas de problème. Mais on a une impression qui est indéfinissable, mais qui pourtant est parfaitement ressentie quand on a mangé du poisson, des viandes en sauce, des légumes, des pommes de terre cuites sous vide pendant 2 semaines, on a l'impression que tout a le même goût. C'est assez bizarre. Hein. Le goût de On peut plastique, tu veux dire? Non, c'est pas un goût de plastique. Je dirais que c'est un goût qu'on ne peut mentionner que quand on l'a vécu. Un goût, disons, d'uniformité. On a l'impression qu'on mange toujours la même chose, alors qu'on va par exemple manger un jour un poulet à l'estragon et un autre jour on va manger du saumon aux petits légumes. Hein. Donc ce sont des choses qui n'ont pas le même goût d'un point de vue, je dirais, des odeurs, des arômes, des aromates. Mais par contre, on a une espèce de goût de sous vide et on a envie de remanger des choses qui ne sont plus cuites sous vide. Donc, il y a une différence avec le frais qui est imperceptible ou qui est perceptible que sur la longueur. Oui, tout à fait. Voilà, alors je ne sais pas si nous avons répondu comme ça à nos 2 auditeurs en disant, ben oui, voilà, effectivement, la cuisine sous vide n'est pas réservée qu'aux professionnels, mais pour la faire de manière correcte, il faut 1, du matériel professionnel et il faut 2, des compétences professionnelles également. Une dernière question qui me revient à l'esprit maintenant. En fait, la cuisine sous vide est limitée à, comme tu dis, 100-120 degrés. Donc, toutes les cuissons qu'on ferait à l'huile bouillante, par exemple, qui sont plus à 180 degrés,
comme les frites. Oui, les frites, évidemment, ça on ne sait pas le faire. De même qu'on ne sait pas faire, par exemple, un gratin, sauf si, parce que c'est quand même comme ça que le sous-vide le prévoit, sauf si on repasse après le produit sous le grill. Par exemple, on peut très bien réaliser, et on en trouve maintenant vraiment dans les grandes surfaces, même les grandes surfaces accessibles au grand public, on trouve des produits qui sont destinés ultérieurement à être gratinés. Par exemple, le fameux gratin dauphinois, hein, c'est pas plus compliqué que ça. J'en ai acheté l'autre jour qui était d'ailleurs très bon. On le vend par portion de 2 couverts et parfois plus important bien sûr, mais pour les ménagères on le vend par portion donc de 2 couverts. Votre gratin est déjà cuit, il suffit de le faire glisser dans un plat en porcelaine qui va au four. Vous le réchauffez au four, ou bien même mieux que ça, vous le réchauffez tout simplement au micro-ondes à condition de faire un petit trou dans le sac pour pas que ça explose, ou dans une petite casserole d'eau bouillante. Vous ouvrez au ciseau, vous faites glisser dans un plat légèrement beurré. Vous ajoutez votre fromage au-dessus. Bon, dans le vrai gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage au-dessus, mais enfin, bon, pour le plaisir, on peut le faire, hein. Il porte alors le nom de gratin savoyard. Vous mettez du fromage râpé au-dessus, puis vous le passez sous le grill, et vous avez un excellent gratin dauphinois, qui ne vous a coûté finalement que quelques minutes de cuisson sous le grill, hein, et un petit peu d'eau bouillante dans une casserole. Aucun risque qu'il ne brûle, qu'il ne colle, qu'il ne soit trop sec, qu'il ne soit trop liquide. Bon, il est fait avec des proportions standardisées et il est parfait. D'ailleurs, je vais être franc, énormément de restaurants maintenant ne réalisent plus leur gratin dauphinois que sous cette forme-là, hein. Oui, quand si c'est pas marqué fait maison, c'est certainement... Oh ben écoutez, même quand c'est fait maison, hein, on vous met le fait maison à toutes les sauces et on n'est jamais sûr que ce soit réellement fait maison, hein. Disons qu'on sort le fait maison que quand l'inspecteur est là pour vérifier que c'est bien. Il suffit d'aller voir sur Internet certaines vidéos concernant le fait maison et on a vraiment des surprises, hein, entre la tarte citron faite maison, la tarte tatin faite maison et plein d'autres choses, la souris d'agneau à l'orange faite maison. En réalité, maintenant, le sous-vide permet à énormément de restaurants de servir l'équivalent de 80% de leurs plats en ayant acheté le produit déjà cuisiné, oui, et en mettant des cuisiniers qui n'en sont plus devant 7-8 micro-ondes pour le restaurant. Vous savez, un plat qui normalement doit prendre 30 minutes de préparation et qu'on vous amène sous votre nez après 10 minutes de commande, il est fait sous vide, hein, et il est fait sous vide quelques fois dans l'établissement, mais 9 fois sur 10, il est acheté sous vide dans des succursales pour professionnels et il est simplement réchauffé, hein, faut pas se faire d'illusions, hein. Oui, non, mais je me souviens, mon père dans les années 90, au début des années 90, avait donc investi dans une installation avec la machine sous vide et le four à vapeur qui allait avec. Et en fait, ça lui permettait de faire sa mise en place et de préparer énormément de choses plutôt que les faire à la demande, parce il exploitait un établissement où la cuisine était littéralement de la taille d'un cuisine de wagon-restaurant dans les trains traditionnels à l'époque. C'était petit. En plus, il pouvait pas pouvait pas avoir de feu, donc il cuisinait tout micro-ondes, enfin il réchauffait tout micro-ondes. Et le sac sous vide lui permettait de gagner énormément de temps, énormément de place, et ça permettait d'élargir la gamme de produits offerts. Et ça permettait aussi, par exemple, de préparer à l'avance toute une série de choses quand ils avaient des événements de traiteurs. Bon, après, devoir dire aux gens que oui, c'est du sous-vide. Alors, il y a le sous-vide que tu prépares toi-même, ce qui te permet de garder le contrôle sur la qualité. Et puis, tu as le sous-vide que tu achètes et qui, à l'époque, l'offre en sous-vide pour professionnels était relativement symbolique. Mais c'est vrai que maintenant, je vois, mais même au niveau des particuliers, tu achètes beaucoup de plats préparés, sont déjà sous-vide comme ça. Et toi, Guy, ça t'arrive encore de nos jours de cuisiner sous-vide ? Ben non, puisque je ne suis plus dans l'enseignement hôtelier, donc je n'ai plus de moyens pour le faire. Je ne cuisine donc plus sous vide. Par contre, j'utilise des préparations cuites sous vide à titre personnel. Que tu achètes dans des magasins particuliers ? Ben, par exemple, un produit que j'aime énormément et qui est très très connu en Belgique, ce sont les chicons, hein. Alors les chicons, il y a plusieurs manières de les faire, bon, froid ou chaud bien entendu, mais alors on les trouve sous vide, par exemple emballés par 8 pièces ou par 16 pièces ou par davantage, et ça c'est un produit que j'aime beaucoup acheter parce que il est pré-cuit, donc on gagne énormément de temps déjà au niveau de la cuisson. Il suffit de les reprendre. Alors moi je les coupe en deux dans le sens de la longueur, je remets du beurre dans une poêle, je remets mes chicons côté coupés sur le beurre. Hein, et alors, je continue à les recuire. Je termine la cuisson parce que généralement, les chicons sous vide sont toujours un petit peu fermes. Hein, il leur manque souvent une dizaine de minutes de cuisson. Et alors, j'ajoute, ça c'est vraiment mon truc personnel,
J'ajoute une petite pincée de cassonade ou donc du sucre candi brun sur chaque chicon et puis je les retourne. Et alors on obtient comme ça un merveilleux effet de caramélisation qui ne sucre pas vraiment le produit. Et on peut faire toute une série de variantes. Par exemple, vous avez des chicons à l'orange ou à la mandarine. Vous mouillez avec un petit peu du jus du sac de cuisson, vous mouillez avec un peu de jus d'orange ou du jus de mandarine, éventuellement un petit peu de zeste, pas trop. Et puis vous caramélisez de nouveau vos chicons et vous avez quelque chose de tout à fait judicieux pour servir avec une viande blanche ou avec du gibier. Mais dis-moi, si quelqu'un voulait cuisiner sous vide chez lui, est-ce que, comment dire, bon, laisse-moi reprendre un petit peu. Je sais que, par exemple, il y a dans certaines régions de France, les gens font leur foie gras eux-mêmes. Donc, ils achètent des boîtes de conserve vides, ils font leur préparation, ils remplissent dans les boîtes de conserve, et après, ils peuvent aller chez le boucher qui va sceller, qui a un appareil pour fermer et sceller les boîtes de conserve. Ben, on peut très bien sceller effectivement les boîtes de conserve avec une machine sous vide, hein. Alors, c'est pas compliqué, hein. On met son produit dans le bocal. Ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Non, mais je parle des boîtes de conserve en métal. Ah, en métal. Moi, je parlais des bocaux Des bocaux traditionnels. Oui. Alors, on peut très bien faire son foie gras de la même manière, hein. On met son foie gras dans le bocal, on tasse bien, évidemment, au maximum. Ensuite, on engage le couvercle et on le serre sans le serrer à fond, de manière à ce qu'il reste un tout petit peu, je dirais, d'espace par lequel l'air peut passer. Alors, on met ces bocaux dans la cloche sous vide, on fait le vide, et au moment où l'air revient de manière violente, hein, on fait une réadmission d'air violente et non pas progressive, vous avez le couvercle qui étant serré presque au maximum vient se plaquer, parce que bon, les couvercles des bocaux, ils ont une espèce de petite peau en mousse comme ça, hein, qui fait le joint, hein. C'est pas le métal contre le verre, il y a une espèce de petite pellicule, hein. Et vous avez cette pellicule qui vient comme ça se sceller contre le verre et qui fait qu'à ce moment-là, vous pouvez faire une cuisson, entre guillemets, sous vide, avec votre bocal, soit dans un four à vapeur, soit dans de l'eau bouillante. Oui. Quand vous devez ouvrir, par exemple, et vous vous rendez compte que c'est mis sous vide comme ça, hein, un bocal de cornichons, un pot de moutarde, un bocal de confiture. Quelquefois, on a énormément de mal à dévisser le couvercle, hein. Oui, c'est difficile. Et on y arrive quand on fait quelquefois un petit trou dans le couvercle pour que ça fonctionne. Eh bien, ce sont des conserves, donc comme je viens de citer, confiture, etc., dans lesquelles on a fait le vide au moment de la mise en place du couvercle. Oui, mais c'était pas ma question en fait. Ma question c'était si, bon, je sais que pour les boîtes de conserve en métal, les gens peuvent aller chez certains bouchers qui proposent de le faire pour eux. Est-ce qu'on a à ta connaissance une situation similaire pour les gens qui voudraient cuire sous vide, qui pourraient remplir leur sac et aller chez un professionnel? Non, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là, de même que je n'en avais pas concernant les bouchers d'ailleurs. Ah oui. Mon oncle était boucher, mais je ne me souviens pas qu'il ait je sais que dans certaines régions fait ce genre de choses. Peut-être qu'on le fait en France. Dans le sud-ouest, c'est assez courant, ou alors il suffit de demander. Ou alors il faut se faire pote avec un restaurateur. Oui. Maintenant, j'ai été sollicité à titre professionnel par une personne qui organisait, je vais essayer de rester flou pour ne pas donner trop de détails sur la personne, mais qui organisait une manifestation de manière annuelle, je dirais un peu chic, aux alentours d'un grand circuit automobile. Voilà, en disant ça, je situe un petit peu l'histoire. Et alors, il était habitué de contacter l'école dans laquelle j'étais, et on lui réalisait comme ça, à demande, des produits sous vide, hein, qu'il allait pouvoir utiliser 2-3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, parce qu'en fait, la manifestation avait lieu pendant les grandes vacances au mois de juillet, bien engagée dans le mois de juillet. Or, l'école, on va dire qu'elle termine elle était fermée à ce moment-là, oui. Elle était fermée à ce moment-là, mais elle termine, je dirais, vers le 6-7 juin par les examens des élèves. Donc, ce genre de choses devait être vraiment réalisé, on va dire, la dernière semaine du mois de mai. Donc, on était quasiment à ce moment-là à 2 mois de l'événement. Or, 2 mois, c'est la grande limite de conservation de produits sous vide lorsqu'ils ne sont pas congelés. Et de toute façon, nous n'avions pas, donc, à l'école, je dirais, non pas les moyens au niveau des fours et de la machine, mais nous n'avons pas les moyens, je dirais, de travailler dans des conditions telles que l'industrie du sous-vide peut se le permettre, c'est-à-dire qu'il faut des ateliers réfrigérés, il faut des professionnels qui travaillent, comme je l'expliquais tout à l'heure, habillés d'une certaine manière, etc. Et je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas possible. Puis je lui ai dit encore en plus, je lui ai dit, mais de toute façon, moi, entre le moment où je vais vous livrer les sacs de produits sous vide et le moment où vous allez les utiliser, qu'est-ce qui peut se passer? On peut très bien ne pas les conserver dans des conditions correctes au niveau réfrigération. Normalement, la loi impose, puisque c'est un produit qui doit être conservé frais en permanence, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid.
Donc, est-ce que vous allez venir avec une camionnette réfrigérée? Et puis, il y a le réchauffage. Et alors, ce monsieur me dit, mais de toute façon, ça va être réchauffé par un cuisinier professionnel. Et je lui ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi ne demandez-vous pas directement au cuisinier professionnel de vous réaliser votre sac sous vide? Et j'ai refusé. J'ai averti mon directeur pour pas que ça fasse de vagues, mais je dis, écoutez, moi, je ne peux pas garantir que si on réalise des produits ici à l'école et nous ne sommes pas vraiment équipés pour le faire, dans 2 mois, il n'y aura pas d'intoxication et je ne tiens pas à ce qu'on soit dans les journaux. Donc, vous voyez que je me demande quel est le professionnel qui oserait risquer la chose suivante, à savoir qu'un particulier mette sous vide lui-même et puis après aille chez le professionnel pour cuire ou bien pour simplement fermer le sac. Quelle va être la responsabilité du professionnel? Le jour où il y a une intoxication grave qui se produit, on va bien sûr faire une enquête et alors la personne dira ouais, ben moi je suis allé faire ça chez un tel ou chez une telle, entre guillemets, c'est lui le professionnel, c'est lui qui est responsable. Ben non. Moi je crois que le professionnel qui le fait, il le fait à ses risques et périls, il n'est jamais sûr de la qualité du produit que le particulier va mettre dans le sac, évidemment. Oui, parce qu'une autre application maintenant qui me vient à l'esprit, parce que c'est un sujet que j'ai gardé sous le coude et que j'aimerais bien faire un épisode là-dessus, c'est la nouvelle tendance, une tendance que j'ai vue apparaître. Ça existait déjà chez certaines personnes avisées, mais maintenant on commence à documenter ça dans la presse magazine de cuisine, sur les blogs et dans les livres. C'est le batch cooking. Donc, les gens qui veulent recommencer à cuisiner eux-mêmes, qui ont une famille, qui ont un emploi, monsieur, madame travaillent, et puis il y a les enfants, il faut nourrir tout ça. Et c'est une remarque que j'entends beaucoup de la part de mes collègues, de mes amis, c'est cuisiner prend du temps. Non, cuisiner prend pas du temps si tu sais t'organiser, si tu sais quoi faire, ou si tu fais par exemple ce qu'ils appellent du batch cooking, c'est-à-dire le dimanche, on consacre l'après-midi à cuisiner tous les plats pour la semaine, et Oui, la tout à cuisine fait. sous vide rentre bien là-dedans parce que ça permet justement de sortir du simple je cuisine, je mets dans une boîte Tupperware et je mets soit au frigo ou au congélateur en fonction que je veux le manger au début ou à la fin de la semaine. Le sous vide permet de justement conserver un petit peu plus que devoir tout simplement mettre au congélateur, parce que si je cuisine maintenant mes saucisses pour le mercredi, est-ce que on est dimanche au moment où on enregistre ça, justement ça tombe bien, on est dimanche. Si je cuisine mes saucisses aujourd'hui, est-ce que je pourrais encore les manger mercredi? Bah, je dirais que lorsque la viande est cuite, lorsqu'elle est parfaitement cuite, en principe, il n'y a aucun problème entre le dimanche et le mercredi. Maintenant, ce n'est pas l'idéal. Et Je vais si j'ai dire cuisiné autrement. sous vide? Oui, mais enfin bon, on ne sait pas cuisiner des saucisses sous vide comme on veut. Hein. Ce qu'on est obligé de faire, hein, c'est d'abord de les colorer, ensuite de les mettre sous vide, de faire le vide, puis de les cuire. Et puis après, bon, ben, une fois qu'elles sont cuites, évidemment, on peut les garder quelque temps au réfrigérateur. Mais si je les cuis, je les emballe sous vide. Ah ben oui, ben ça c'est ce qu'il faut pas faire justement. Ah bon, pourquoi? Ben parce que justement, on risque d'introduire des germes dans le sac, on va faire le vide, et ces germes peuvent proliférer dans le sac en attendant eux. Hein. Complètement anaérobie, c'est ça. Oui, oui, Ça, en effet, comme tu as Donc, expliqué. mettre sous vide un produit qui est cuisiné, c'est toujours c'est toujours risqué si on ne repasteurise pas le produit après. Si vous le mettez sous vide une fois qu'il est cuisiné et qu'après vous le remettez en cuisson au four à vapeur histoire de le stériliser, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Et si je trempe tout simplement dans une casserole d'eau une dizaine de minutes, une casserole d'eau bouillante, pour pasteuriser? Si vous êtes certain que le sac, que la température à cœur va être atteinte, il n'y a pas de problème. Alors à ce propos, le professionnel, il vérifie également que la température à cœur puisse être atteinte avec une aiguille sonde. Alors vous allez me dire, On oui, va mais pas bon, percer le sac comme ça. Ben justement, si on perce le sac. Ah. Parce que ah oui. Alors du coup, tu perds le vide. Non, pas du tout. Comment tu fais? Comment on fait? Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, on utilise une aiguille sonde. Alors l'aiguille est fine comme l'aiguille d'une seringue. Hein. Donc c'est vraiment l'aiguille toute fine. Elle est même biseautée comme une seringue. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise un ruban spécial. C'est un ruban autocollant qui est garni d'une mousse. Alors bon, les mousses à mon époque, c'était des mousses qui étaient de couleur noire. Maintenant, j'ai vu qu'il y en avait des rouges. Je suppose qu'il y a des mousses de qualité différentes et de principes différents. Donc, on utilise donc ce morceau de mousse qu'on découpe sur 2-3 cm, on le colle sur le sac, et lorsqu'on pique au travers de la mousse, on perce le sac, on va à l'intérieur du sac jusqu'au cœur du produit, mais cette mousse-là empêche l'air d'entrer. Elle est tellement fine, tellement serrée, qu'elle va empêcher le vide, je dirais, de se modifier. Voilà, c'est comme la capsule en caoutchouc qui est au-dessus des produits qu'on doit injecter par seringue dans les hôpitaux. Voilà, exactement. On peut piquer l'aiguille à travers, mais le produit ne coule pas. Exactement. Voilà.
Ah, ok. C'est une mousse spéciale. Mais ça, c'est un produit qu'on trouve uniquement chez les professionnels. Ah ben, bon, moi je l'utilisais couramment, évidemment, parce que, imaginons, hein, vous avez mis en cuisson des produits qui sont de taille et de qualité identiques au four. Vous avez rempli votre four à vapeur. Vous savez que la température à cœur doit être, admettons, je vais dire un chiffre de 72 degrés. Ben voilà, ok. Comment faire pour le contrôler? Ben, soit vous allez sacrifier un sac et vous dites, bon, ben voilà, j'ouvre un sac, je pique et je mesure la température, mais vous ne pouvez pas le faire sous peine de perdre vos produits. Hein, parce que si vous n'atteignez pas la bonne température, ou bien elle est soit inférieure et vous devez recommencer, ou bien elle est supérieure et c'est trop cuit. Donc l'histoire, c'est de pouvoir surveiller en permanence la température. Donc il y a des thermomètres qui sont munis en plus d'un fil avec un boîtier qui s'ouvre bien sûr lui à l'extérieur, hein, et le fil passe, je dirais, dans le joint en caoutchouc de la porte du four. Et dès le moment où la température que vous avez programmée est atteinte, l'appareil se met à sonner, ben vous savez que vous devez arrêter la cuisson, vous sortez vos produits, vous les mettez à refroidir et vous avez une cuisson optimale. C'est pour ça que les professionnels ont des produits qui sont généralement aussi parfaits, aussi bien faits, c'est que la température est contrôlée au degré près. Alors, autre chose que la machine sous vide permet de faire lorsqu'elle est professionnelle, puis vous avez une cloche hein, dans laquelle le vide se fait, c'est le dégazage des produits. Alors, quand vous achetez une terrine, par exemple une terrine de poisson, genre terrine de filet de sole, terrine de coquille Saint-Jacques, etc., vous avez une consistance qui est extrêmement lisse, qui est extrêmement soyeuse comme ça, qui est parfaite, vous coupez, vous avez une tranche qui est d'une netteté impeccable. Essayez un peu, et j'en ai fait pendant des années, des terrines de manière classique. Dans les deux cas, vous allez utiliser de la chair de poisson ou de la chair de crustacé. Vous allez utiliser un petit peu de blanc d'œuf. Vous allez utiliser la même quantité de crème que de chair. Bon, vous mixez tout ça. En mixant au robot, quand vous cutérisez, vous incorporez de l'air. Hein. Alors, lorsque vous mettez votre farce dans une terrine et que vous cuisez au bain-marie au four, dans un premier temps, vous allez avoir votre terrine qui va gonfler énormément. Elle va quasiment sortir du moule tellement elle peut gonfler. Alors, vous vous dites, mon Dieu que c'est bien, ma terrine, elle a pris du volume, ça va être génial. Oui, la seule chose, c'est que quand vous refroidissez votre terrine, après, elle revient à son état initial et quand vous la coupez, toutes les cicatrices qui ont été laissées par les bulles d'air qui se sont formées et qui après ont disparu, ben, font que votre terrine, elle est granuleuse. Elle n'est plus soyeuse. Elle est un petit peu comme des œufs brouillés qui auraient mal cuit, hein, en exagérant un petit peu. Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est génial. Hein. Vous mettez votre farce dans un cul de poule, vous le mettez dans votre machine sous vide, bien sûr, sans sac, sans rien du tout, et vous mettez votre machine sous vide en route. Alors, vous allez voir progressivement, votre farce va commencer à lever, un peu comme un soufflé qui cuit. Hein. Elle va commencer à lever et vous êtes même parfois obligé de l'arrêter en catastrophe parce que sinon elle vient se coller à la vitre de votre machine sous vide. Bon, vous recommencez 2-3 fois l'opération comme ça, en mélangeant éventuellement un petit peu avec une maryse pour, je dirais, unifier le produit. Donc si vous avez dégazé comme ça pendant 2-3 fois votre farce, elle ne contient absolument plus d'air. Vous la mettez dans votre terrine, vous cuisez au four, elle ne va pas gonfler cette fois-là, elle va rester au niveau où elle était. Et après refroidissement, vous allez couper une tranche, va être d'une netteté impeccable. Hein. Et alors la texture en bouche va être fine, va être soyeuse, va être douce. Vous n'aurez pas cette impression de granulométrie en bouche comme on a dans le cas précédent. Ça, c'est aussi un avantage de la machine sous vide. Et ça, vous ne savez le faire qu'avec une machine professionnelle. Vous ne savez évidemment pas le faire avec une machine, je dirais, comme on met les haricots en sachet. Hein. On peut le faire avec une machine, comme tu dis, à 750 €, celle que tu as mentionnée au début de l'épisode. Tout à fait. Alors, il y a moyen de la faire avec une plus petite machine. Comment peut-on faire à ce moment-là? On vend des bacs en plastique, hein, en plastique transparent, genre bac en macrolon, sur laquelle on adapte un couvercle. Et puis après, sur le couvercle, il y a une valve qui est raccordée à la machine sous vide. Et là, vous pouvez aspirer l'air par cette valve et vous pouvez comme ça dégazer le produit. Alors maintenant, je ne sais pas si on pourrait le faire en bricolant avec ces aspirateurs qui permettent d'enlever l'air des sacs lorsqu'on veut faire comment dirais-je, non pas des valises, mais des mises en sécurité de linge pendant la moitié de l'année, lorsqu'on a utilisé son linge d'hiver, etc. Je ne pense pas que ce soit assez puissant. Je ne pense pas que ce soit assez puissant non plus. C'est quel débit une machine sous vide à peu près? Ah ben j'ai dit, une machine professionnelle, c'est 14 mètres cubes à l'heure. Hein. Voilà, 14 mètres cubes à l'heure et un aspirateur de ménage. Ah là, je n'en ai aucune idée, mais enfin, il aspire beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que l'aspirateur de ménage, il aspire beaucoup d'air, mais par contre, il ne l'aspire pas avec puissance. Voilà. La puissance du moteur est tout à fait différente. 14 mètres cubes à l'heure, c'est quand même, oui, beaucoup bonne puissance. Et les petites machines de ménage telles que utilisées je n'en ai par aucune idée.
Ouais, il faut aller voir les spécifications techniques. Mais évidemment, c'est pas le genre de question que je me pose quand je veux acheter une machine sous vide. Tu m'as presque donné envie d'en acheter une, tiens. Juste pour Pourquoi pas? voir. J'imagine que c'est fascinant, tu vois, de pouvoir dégazer un produit, de pouvoir un peu bricoler, jouer avec ça, expérimenter de nouvelles choses. Moi, je donnerais plutôt un autre conseil, hein. Celui qui veut réellement se lancer dans la cuisine sous vide, c'est d'aller voir des machines d'occasion, hein. Alors, il faut bien sûr avoir une firme qui soit une firme sérieuse, pas une firme de bricoleurs, hein. Mais il y a parfois des professionnels qui simplement changent de machine parce que elle n'est plus suffisamment rapide pour eux, elle n'est pas toujours suffisamment puissante pour l'usage qu'ils veulent en faire parce qu'ils ont besoin d'une cadence beaucoup plus rapide, etc. Chez les distributeurs professionnels. Et parfois, ça peut très bien être une machine qui a été, je dirais simplement, retapée, hein, bien réparée, bien révisée, reconditionnée, et qui va être vendue à un prix bien sûr bien inférieur. Vous allez la trouver pour un tiers ou un quart du prix du départ. C'est un petit peu démodé. Là, vous avez encore des machines mécaniques, peut-être que l'on trouve, qui étaient donc des machines qui ont précédé les machines électroniques. Ça remonte quand même à il y a une bonne vingtaine d'années, hein. Mais ces machines-là peuvent très bien se retrouver sur le marché à un prix intéressant. Bon, ça c'est aussi une question d'opportunité. Oui, bien sûr. Et puis il y a, je te dis, chez les professionnels, chez les distributeurs professionnels, tu peux avoir comme ça des gens qui ont vendu une machine neuve à un restaurateur alors que son ancienne machine marchait très bien. Il a juste voulu upgrader son produit et il a fait une reprise et puis il se retrouve avec cette machine qui revend sur le marché secondaire. Puis il y a aussi tout le marché des faillites, les gens qui revendent. Oui, aussi, voilà. Bon, est-ce que tu aurais confiance dans une machine que j'achèterais sur eBay, par exemple? Il faut la voir, hein. Ça c'est difficile à dire, hein, parce que moi j'irais plutôt chez le professionnel qui a pignon sur rue, qui a une vitrine, qui a un magasin, et puis avec quelqu'un avec qui on peut discuter, hein. Oui, bien sûr. Donc faites-vous entourer, faites-vous conseiller si vous voulez investir dans du matériel professionnel d'occasion. C'est ça? Tout à fait. L'idéal, c'est de connaître un restaurateur qui pratique le sous-vide et de lui dire, voilà, je voudrais bien faire ceci ou faire cela. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui serait intéressant que je fasse? Ok, super. Oui, après tout. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question que se posaient de nombreux auditeurs. Nous avons eu au moins 3 personnes qui ont posé ces questions-là concernant la cuisine sous vide. Si malgré tout ils veulent persister dans cette voie, qu'est-ce que tu recommanderais comme ressource pour aller en savoir plus sur la cuisine sous vide? L'idéal c'est quand même d'aller faire un stage à Briennon, mais enfin bon, le stage le moins, je ne sais pas quels sont les prix actuellement, mais le stage disons minimum c'est de faire un stage de 2 jours. Et ça coûte combien ça? Je n'ai plus les prix actuels et moi je ne devais pas payer, donc je ne me suis pas intéressé au prix. C'est facile, ils nous envoient des trucs de professionnels. Ça... mais attends, on peut regarder en vitesse sur Internet, hein. Alors, je ne sais pas si l'école est toujours là d'ailleurs, parce qu'il se pourrait qu'elle ne soit plus là. Alors, je vois que maintenant, il y a des stages de cuisine à Rennes, 2 jours, 14 heures, programme de la formation, le prix nous consulter. C'est souvent à la tête du client, tu veux dire? Je pense qu'on ne fera pas les mêmes prix pour les professionnels et pour les amateurs non plus, hein. Je vais regarder chez le nôtre. Le nôtre faisait des bons stages? Le nôtre fait des stages. Alors, je vois ici, tiens, Alain Ducasse, formation sous vide, méthode sous vide. Donc, c'est effectivement Alain Ducasse qui a repris l'école où je suis allé. Le lieu, c'est à Lagny-sur-Marne. Stage de 4 jours, 32 heures. Écoutez, c'est 1 990 € hors TVA. 2 000 € hors TVA. Hors TVA, voilà. TVA de 20%, c'est ça? Donc, en France, on doit être une vingtaine de pourcents. Voilà, oui. On est à 2 400 € TVA comprise. Donc, voilà. Pour combien de temps? Pour 4 jours, 32 heures. Alors, là-dedans, ne sont certainement pas compris ni le voyage, ni le logement. Sans doute les repas du midi, mais pas ceux du soir. Mais c'est pour les professionnels. Donc, et c'est de 9h à 17h. Donc, il faut quand même déjà avoir de bonnes bases en cuisine pour y assister. Alors, il faut aussi une tenue professionnelle obligatoire, veste, pantalon de cuisine, chaussures de sécurité. Alors, par contre, tablier, torchon, couteau sont mis à disposition. Alors, je vois, les déjeuners sont inclus et pris en commun sur place. Mais déjeuner, ça veut dire le repas du midi, pas le petit déjeuner, pas le repas du soir, si vous n'êtes pas tout près de chez vous, évidemment, hein. Oui, donc moi j'allais faire ce genre de formation. J'ai fait l'équivalent de 8 fois ça, hein, puisque je suis allé 8 semaines, hein, et encore c'était 5 jours. Donc si on ramène ça au prix actuel, on est à 2400 fois 8.
Parce que je tiens à préciser aux personnes qui n'ont pas écouté l'épisode 0, c'est que Guy est également un formateur de cuisine sous vide, c'est ça? Oui, mais ça remonte quand même à il y a plus de 20 ans. Hein. Ça remonte à 25 ans, cette histoire-là. Hein. Voilà, tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître. C'était dans les années, au milieu des années 80, tout ça. Hein. La cuisine sous vide existait déjà? Ah ben bien sûr, c'était le gros bout de la cuisine sous vide. C'était au milieu des années 80. Hein. Donc c'est apparu avec la nouvelle cuisine, quoi. Oui, ça n'a pas coûté ce prix-là, évidemment, mais si on ramenait ça réellement au prix, ben on est à 19 200 € de formation à ce niveau-là. Hein. Ok. Bon. Eh bien voilà, je pense qu'on a couvert le sujet. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que je conseille simplement à nos amis qui seraient tentés de faire de la cuisine sous vide une très grande prudence au niveau de leurs agissements. Il faut travailler avec énormément de propreté. Travailler avec des gants, travailler avec des couteaux qui soient bien propres, des planches qui soient bien propres, ne pas hésiter à pasteuriser. Je vais prendre encore un exemple avant qu'on ne se quitte. Hein. Lorsqu'on cuisine, par exemple, du pintado sous vide ou bien du poulet sous vide, donc comme j'ai déjà dit, la peau des volailles est extrêmement chargée en salmonelle. Hein. Oui. Et alors, une obligation qui était nécessaire lorsqu'on fait même une viande qui est pochée, hein, même une viande donc qui n'a pas été rôtie ou colorée au préalable, hein, eh bien, on est obligé de flamber très, 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 très soigneusement au chalumeau la viande, surtout la partie où il y a la peau, pour tuer les salmonelles, justement. Donc, alors un autre conseil, c'est de se méfier de l'assaisonnement. Le sous-vide démultiplie les goûts et les assaisonnements. Donc là, vous auriez mis, je dirais, une grosse branche d'estragon. Ici, vous mettez 2 feuilles, pas davantage, sinon c'est immangeable. Super. En tout cas, merci pour ce dernier conseil. Je vous souhaite, en tout cas, bon appétit et beaucoup de plaisir avec vos expériences de sous-vide. Et tenez-nous au courant, hein. Oui. Envoyez-nous des photos. Donnez-nous des commentaires et racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, voilà. Je crois que ça et restez en vie, surtout. Oui. On devra commencer à faire comme ça des disclaimers. La rédaction et l'équipe de production de ce podcast n'est pas responsable des effets secondaires de la mauvaise application des conseils que nous vous donnons. Les conseils sont uniquement donnés à titre informatif. Voilà, de conseils, oui, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, surtout, mais ne meurez pas. Ne mourrez pas. Voilà, comme je dis. Ne meurez pas, ce n'est pas très français. Écoute, on n'est pas français, hein. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a donné surtout envie de vous mettre au fourneau et de vous mettre à la cuisine. Donc n'oubliez pas, il y a toujours notre page Facebook, notre compte Twitter pour poser questions, questions@parlescuisines.com. Parlescuisines.com, c'est notre site sur lequel vous pouvez nous payer un verre comme l'a fait Maxime. Et puis c'est bientôt l'été, donc on va se retrouver en terrasse, et que la prochaine fois que je me retrouverai face à face avec Guy, j'espère pouvoir avoir plein de verres, comme ça on en aura assez pour pouvoir enregistrer un épisode et boire plein de verres à la santé de nos auditeurs généreux qui sont sympathiques. Merci en tout cas pour ceux qui l'ont déjà fait, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la page Tipeee. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Tous les détails et tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode se retrouveront dans les notes, que vous trouvez normalement sur votre lecteur de podcast favori, sur lequel vous écoutez ceci, ou sur le site parlescuisines.com. Vous allez sur les épisodes du podcast et vous pouvez réécouter tous les épisodes précédents également, et les bonus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est toujours très agréable de pouvoir parler cuisine avec Guy. Merci Guy et à bientôt. Au plaisir. Au revoir.